Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de notre série de masterclass. La masterclass d'aujourd'hui va parler des analyses statistiques en biologie moléculaire. Parce que les analyses statistiques, c'est quelque chose d'absolument central dans l'analyse des données de biologie moléculaire. Et ça semble parfois, pour certains biologistes, ça semble parfois un peu obscur, parfois même un peu magique. Alors que vous allez voir qu'il n'y a rien de magique derrière tout ça. Et donc l'objectif principal de la masterclass d'aujourd'hui, c'est d'expliquer d'abord l'intérêt des analyses statistiques, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en faire, et également de vous donner les principes des tests statistiques les plus couramment utilisés en biologie moléculaire, de façon à donner dans les grandes lignes les principes de ces tests, comprendre un peu le mécanisme qu'il y a derrière, et vous donner le vocabulaire, de façon à ce qu'ensuite vous soyez en mesure d'aller chercher des informations par vous-même sur les cas les plus compliqués. Vous aurez les principes, les concepts et puis le vocabulaire pour chercher des informations plus détaillées. Alors, sachez également que le contenu de cette masterclass en vidéo a déjà été publié dans 2 articles écrits, c'était en 2010, dans les numéros de juillet et octobre 2010 du journal Regard sur la biochimie. Donc c'était 2 articles que j'avais écrits à l'époque. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui sera essentiellement la même chose, mais en un peu plus fouillé, en un peu plus détaillé. Et donc voilà, alors commençons. Donc, pourquoi avons-nous besoin de faire des tests statistiques en biologie moléculaire? Eh bien ça, c'est dû à un problème qui est absolument universel aux sciences expérimentales, quelles qu'elles soient, et pas seulement la biologie moléculaire. C'est le problème de l'irreproducibilité des mesures. Même si on fait une expérience toute simple, par exemple, vous voulez mesurer la masse corporelle d'une souris d'une certaine souche, d'un certain âge, d'un certain sexe, vous posez votre souris sur la balance électronique. Si vous faites ça, si vous mesurez 2 fois le poids d'une souris sauvage, même âge, même sexe, vous n'allez jamais obtenir exactement une infinité de chiffres après la virgule, tous absolument identiques. Il y aura toujours des petites différences d'une mesure à l'autre. Alors, les sources de ces différences sont essentiellement de 2 ordres. Il y a d'une part un problème technique de l'appareil de mesure, c'est-à-dire que les appareils de mesure ne sont pas tout à fait déterministes, et des fois vous avez des petites différences. Même si vous mesurez le même objet, ils ne vont pas vous donner tous les chiffres, absolument tous les chiffres après la virgule, absolument identiques. Et d'autre part, une différence de la variabilité de l'objet mesuré lui-même. Par exemple, vous prenez une souris, vous la pesez, vous la ressoulevez, et puis 5 minutes après vous la repesez, vous n'allez pas obtenir une infinité de chiffres après la virgule, parce qu'entre-temps la souris elle aura un peu respiré, elle aura un peu perdu de poids, elle aura perdu quelques poils, etc. Et également, si vous pesez 2 souris de même souche, même âge, même sexe, eh ben, elles ne seront pas absolument identiques. Même si vous avez fait en sorte qu'elles aient le même fond génétique, le même âge, etc., il y en aura toujours une qui aura un peu mieux mangé que l'autre au dernier repas, il y en aura une qui aura moins bien dormi, etc. Et donc, de manière générale, il y a des différences même entre des objets à mesurer, des objets expérimentaux, qui sont censés se comporter de la même manière. Ils ne sont pas absolument identiques. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette différence, par exemple, de masse corporelle entre des souris, mettons femelles, âgées de 3 mois, de la même souche, cette différence entre ces souris-là est non signifiante pour nous. Parce que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple comparer la masse corporelle de ces souris sauvages à des souris mutantes. Et donc la variabilité qui peut exister entre les souris sauvages, c'est quelque chose qui pour nous va s'apparenter à du bruit expérimental, quelque chose qui sera non signifiant. Alors commençons, imaginons maintenant que notre expérience vise à déterminer si une certaine mutation chez la souris provoque une différence de masse corporelle chez les souris femelles âgées de 3 mois. Et donc on pourra dire, bon ben voilà, je prends une souris sauvage femelle âgée de 3 mois, je la pèse, une souris mutante femelle âgée de 3 mois, je la pèse, est-ce qu'il y a une différence de masse corporelle? Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, la réponse est trivialement oui. Oui, il y aura une différence. Et même en fait, si on prenait même 2 souris de la même souche, toutes les 2 sauvages, femelles âgées de 3 mois, on va mesurer une différence. Et donc d'une certaine manière, on peut se dire, il n'y a peut-être même pas moyen de répondre à la question, est-ce que le génotype provoque une différence de masse corporelle, puisque de toute façon, oui, il y en aura forcément une, et même sans différence de génotype. Et donc, c'est ça l'intérêt du test statistique dont on va parler, le premier, qui est sans doute le plus couramment utilisé en biologie moléculaire, qui est le t-test, c'est de savoir faire la part des choses entre cette variabilité qui peut exister entre les souris sauvages entre elles et entre les souris mutantes entre elles, savoir quelle est cette variabilité et voir si la différence qu'on peut mesurer entre les sauvages d'une part et les mutantes d'autre part est supérieure à cette variabilité qu'il y a à l'intérieur de chaque groupe. Donc là, on comprend tout de suite que, bien entendu, pour pouvoir mesurer cette variabilité, il va falloir faire plusieurs réplicas de la mesure dans chacun des 2 génotypes. Donc on va mesurer la masse corporelle de plusieurs femelles âgées de 3 mois de la souche sauvage, plusieurs femelles âgées de 3 mois de la souche mutante, de façon à se faire une idée de la variabilité qui existe, qui est couramment observée parmi les sauvages, parmi les mutantes, et de voir à quel point la différence entre les 2 groupes
excède cette différence qu'il y avait dans chaque groupe. Naturellement, on comprend aussi, c'est assez intuitif, que plus on aura de réplicas de ces mesures, plus précise sera notre estimation de la différence entre les deux groupes. Si on prend une seule souris dans chaque groupe, je vous disais, on n'a même pas moyen de savoir. Si on n'en prend que deux, on aura une idée très vague, très imprécise de la variabilité dans chaque groupe. Et plus on a de réplicas dans chaque groupe, et plus on sera précis sur bien la forme de la distribution globale des données dans chacun des deux groupes. Donc la forme, c'est-à-dire à la fois la moyenne, la variance, donc la largeur du pic, et puis également la forme du pic. Alors quelque chose également qui est très important, c'est que dans ces différents réplicas qu'on va devoir faire, il faut que ce soit des réplicas biologiques et pas des réplicas techniques. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, des réplicas biologiques, ce serait par exemple, je prends une souris sauvage femelle âgée de 3 mois, je la pèse, je prends une autre souris sauvage âgée de 3 mois, je la pèse, etc. Je prends différentes souris et je les pèse. Parce que si on voulait prendre juste une souris sauvage, on la pose sur la balance, on note le poids, on soulève, on repose, on remesure, etc. On fait plusieurs fois la mesure de la même souris. Là, avec ce genre de ce qu'on appelle un réplica technique, on fait que mesurer la variabilité de la réponse de l'appareil de mesure. Donc ça, c'est une variabilité technique. Mais finalement, on ne capture pas la variabilité qu'il peut y avoir de souris à souris dans la souche sauvage. Donc c'est pour ça, nous, on veut mesurer cette variabilité entre les souris sauvages entre elles et entre les mutantes entre elles. Et donc il va falloir peser différentes souris sauvages individuelles et peser différentes souris mutantes individuelles plutôt que de prendre une souris dans chaque génotype et puis de peser chacune plusieurs fois. Donc ça, c'est assez évident dans le cas des souris, où le réplica biologique, c'est un objet bien identifié, c'est une souris. Ça peut être un peu plus compliqué, par exemple, quand vous faites de la culture cellulaire. Vous faites pousser par exemple des cellules HeLa dans une boîte de pétri, et vous voulez transfecter avec un plasmide qui contient une construction sauvage, un plasmide qui contient la construction mutante. Donc vous allez diviser vos cellules en des boîtes de pétri que vous allez transfecter avec sauvage, transfecter avec mutant. Entre vos différents réplicas du sauvage, est-ce qu'il faut considérer que la même culture de cellules qui a été divisée entre deux boîtes de pétri qui sont posées à côté dans le même incubateur, est-ce que ce sont deux réplicas biologiques ou est-ce que c'est finalement la même chose, c'est juste la même population cellulaire que j'ai juste divisée et on a une qui est un peu plus en avant, une qui est un peu plus en arrière dans l'incubateur de la salle de culture. Là, la logique, c'est de dire toutes les variabilités, toutes les différences qu'il va y avoir entre les deux conditions expérimentales, donc sauvage et mutant, il faut qu'elles soient aussi reproduites dans les différences qu'on va avoir entre nos différents réplicas, qui seront donc qualifiés de biologiques. Et par exemple, évidemment, quand vous allez transfecter votre plasmide sauvage et transfecter votre plasmide mutant, vous allez devoir faire deux mix de transfection différents, parce que ce n'est pas le même plasmide. Et donc vous n'aurez pas exactement les mêmes erreurs de pipetage, peut-être pas la même température des solutions, etc. Et donc là, l'idée c'est que entre les différents réplicas de la transfection sauvage, il faut recapturer la même variabilité. Et donc ça veut dire ne pas faire une transfection de cellules et après diviser ces cellules transfectées entre plein de boîtes différentes, c'est faire des transfections indépendantes entre vos différents réplicas de la construction sauvage, de façon à ce que les différents mix de transfection soient aussi différents entre eux qu'ils ne le sont des mix de transfection de la construction mutante. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a ces deux séries de réplicas de mesure. Donc on a une série de réplicas de mesure de la masse corporelle de souris sauvages, une série de réplicas de masse corporelle de souris mutantes. Et je vous disais, on va forcément avoir des différences entre les deux séries de mesures. Quand on fait deux fois la même mesure, on n'a jamais exactement le même résultat. Donc a fortiori, sur deux populations différentes, il y aura des différences. Mais on veut savoir à quel point ces différences sont réelles ou à quel point elles sont juste dues au bruit statistique. Et c'est là que va intervenir ce fameux t-test, ce test qui est très utilisé en biologie moléculaire. Ce qu'il faut surtout bien voir, c'est que le t-test n'est évidemment pas le seul test statistique qui existe, et il s'applique à certains types de problèmes bien particuliers. Et notamment, il y a des problèmes auxquels le t-test ne va pas pouvoir vraiment s'appliquer, et à ce titre-là, on a d'autres tests dont on reparlera plus tard dans les autres chapitres de cette masterclass, plus tard dans la vidéo. Par exemple, un problème qui est assez évident, c'est, je vous disais que le problème principal, c'est que quand on fait deux fois la même mesure, par exemple la masse corporelle, on n'a jamais exactement le même résultat avec tous les chiffres après la virgule. Ça, c'est le cas général quand on mesure une variable, ce qu'on appelle une variable continue. La masse corporelle d'une souris, c'est une variable continue, c'est-à-dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Entre par exemple 2 et 3 grammes, vous pouvez très bien avoir une souris qui fait 2,5 grammes, 2,6 grammes, 2,65 grammes, etc. Il y a certains types de mesures qui, au contraire, vous donnent des valeurs discrètes. C'est ce qu'on appelle des variables discontinues. Un exemple, ce serait par exemple
compter le nombre de souriceaux qui naissent d'une portée d'une souris. La souris, elle va avoir 5 souriceaux ou 6 souriceaux, elle ne va pas avoir 5,4 souriceaux. Et donc, pour ce genre de mesure où on mesure, ici ce serait que des nombres entiers, mais ça n'a pas besoin d'être des nombres entiers, mais surtout il faut que ce soit des valeurs bien précises. Ce genre de mesure donc, où on ne peut pas tomber n'importe où dans l'intervalle, mais seulement sur certaines mesures, c'est ce qu'on appelle donc une variable discontinue. Et bien là, pour le coup, il est tout à fait probable d'avoir deux mesures qui tombent exactement sur la même valeur avec tous les chiffres après la virgule. Si vous avez une souris femelle qui met bas 5 souriceaux, il est tout à fait possible qu'un jour plus tard dans une autre mesure, vous retombiez sur une souris femelle qui met bas 5 souriceaux également. Et ce sera 5,000 avec une infinité de zéros. Donc là, c'est le genre de situation où on a vraiment des mesures qui peuvent tomber rigoureusement égales. Et donc là, on comprend bien que fondamentalement, la question n'est plus tout à fait la même. Et donc vous verrez, on parlera un peu plus tard de ce genre de cas, donc avec des comparaisons de variables qui sont discontinues. Donc revenons à notre exemple initial, qui était donc la masse corporelle, qui est donc une variable continue. Donc on a fait nos deux séries de mesures, et donc le t-test va nous aider à dire dans quelle mesure ces deux séries de réplicas de mesures de la masse corporelle sont vraiment différentes. Alors, la plupart d'entre vous savent probablement que le t-test vous donne comme résultat ultime ce qu'on appelle une p-value, la valeur p, et que plus cette valeur est basse, plus on considère que la différence entre les masses corporelles des deux séries de valeurs est significative. Alors, on va clarifier un peu ce que c'est que tout ça, ce que c'est que significatif. On va aussi devoir définir ce que c'est que cette valeur P, cette p-value, parce qu'elle est très utilisée, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui sait exactement nous dire ce que ça mesure. Alors, la plupart d'entre vous savent probablement que le résultat ultime du t-test, c'est cette valeur qu'on appelle la p-value en anglais, donc la valeur P, qui est une probabilité, et que plus cette valeur est basse, plus la différence entre les deux séries de mesures est significative. Et il va falloir qu'on clarifie un peu tout ça, dire ce que c'est exactement que cette p-value, cette valeur p, qu'est-ce qu'elle mesure exactement, c'est quoi l'objet physique qui est multiplié par 2 quand une p-value passe de 0,1 à 0,2, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on mesure avec la p-value, et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire significatif. Alors, la définition de la p-value du t-test, je vais vous la donner tout de suite, c'est la probabilité que les moyennes des deux populations échantillonnées soient la même. Donc on a notre population de souris sauvages, notre population de souris mutantes. Donc je vous dis, la p-value, c'est la probabilité que la moyenne des deux populations échantillonnées soit la même. C'est très simple de mal comprendre cette définition. Donc là, il y a vraiment un piège, il faut faire attention, parce qu'on pourrait comprendre que ça veut dire que la p-value, c'est la probabilité que la moyenne de ma série de réplicas de sauvages est la même que la moyenne des réplicas de souris, enfin de masse corporelle de souris mutantes. C'est pas ça la définition. Parce que évidemment, je vous disais tout à l'heure, quand on fait deux fois ce genre de mesure, on tombe jamais absolument sur le même chiffre, le même nombre avec tous les chiffres après la virgule. Donc on sait à l'avance que la moyenne des réplicas des sauvages sera au moins un petit peu différente de la moyenne des réplicas des mutantes. Et donc, dans toutes ces mesures, systématiquement, les moyennes seront différentes, donc la probabilité qu'elles soient la même serait toujours 0. Donc si c'était ça vraiment la définition de la p-value, les p-values vaudraient toujours 0, elles ne seraient pas du tout informatives. Non, c'est évidemment pas ça. En fait, la différence tient au mot échantillonné. Je vous disais, c'est la probabilité que les moyennes des populations échantillonnées soient les mêmes. Alors, d'où vient cette question d'échantillonnage? Ici, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Je vous disais, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pesé quelques souris sauvages, on a pesé quelques souris mutantes. Donc on a fait, mettons, 6 réplicas du sauvage et 8 réplicas du mutant, parce que c'était les souris qu'on avait sous la main. Ça, c'est l'expérience qu'on a faite, telle qu'on l'a vraiment faite dans le labo. On peut imaginer une autre représentation de ce qu'on vient de faire, c'est d'imaginer qu'il existe quelque part dans l'univers l'ensemble des réplicas, l'ensemble des résultats de toutes les mesures possibles d'une infinité de souris sauvages, également l'ensemble des résultats d'une infinité de mesures sur des souris mutantes, et que nous, quand on a pesé 6 souris sauvages, on a tiré au hasard, parmi cet effectif infini de mesures sauvages, on a tiré au hasard 6 valeurs possibles parmi toutes celles qui étaient possibles, et on en a tiré au hasard 8 parmi les possibles des valeurs mutantes. Donc ce serait ça ici l'échantillonnage, c'est imaginer dans cette espèce d'espace éthéré, donc une infinité de mesures, et ça ce serait vraiment l'expérience idéale, parce que je vous disais tout à l'heure en introduction, plus on a de réplicas
de la mesure, et plus on sera précis sur la forme de la distribution, donc plus on sera précis sur quels sont les chevauchements qu'on peut attendre entre les deux populations. Donc si on faisait une expérience idéale, on aurait une infinité de réplicas dans chacune des deux populations. Et là, on serait vraiment très précis. Et bien c'est ça les populations qui sont échantillonnées. En fait, c'est on imagine que quand on a fait l'expérience, on a tiré au hasard parmi cette urne qui contient une infinité de résultats possibles de la mesure. Et donc là, on comprend tout à fait que la population échantillonnée, qui est cette population idéale d'effectifs infinis, eh bien, on ne la connaît pas exactement. Et donc, on aimerait pouvoir savoir si les moyennes de ces deux populations d'effectifs infinis sont les mêmes. Et c'est ça, la fameuse p-value. Donc, à partir de ce petit échantillonnage, donc, qui est une grosse approximation de ce que seraient ces populations d'effectifs infinis, à partir de ce petit échantillonnage, eh bien, le t-test va essayer d'estimer à quoi ressembleraient les populations d'effectifs infinis et quelle est la possibilité qu'elles aient la même moyenne, ces deux populations d'effectifs infinis. Donc vous voyez un peu toute la puissance du t-test. Il va vous permettre de raisonner sur ce qui serait sans doute une expérience parfaite avec un nombre infini de réplicas, sachant que dans le monde réel, on n'aura jamais la possibilité de faire un nombre infini de réplicas. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, il n'y a pas assez de souris sur Terre, etc. Donc voilà, le t-test, la p-value du t-test vous dit, eh bien, j'imagine ces populations d'effectifs infinis, on a fait un petit tirage au sort qui nous donne une petite idée de à quoi elles ressemblent, et moi j'essaye de deviner à quel point les moyennes de ces populations d'effectifs infinis sont les mêmes. C'est ça la p-value. Et donc maintenant on comprend bien que plus la p-value est basse, plus effectivement il semble que les populations soient disjointes, qu'elles n'aient pas la même moyenne. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que du coup le t-test vous teste l'égalité des moyennes de ces deux populations d'effectifs infinis, et si vous, ce qui vous intéresse, c'est autre chose que la moyenne, mettons c'est la médiane ou le troisième quartile ou des choses comme ça, c'est pas le t-test qui va répondre à cette question. Le t-test teste l'égalité des moyennes de ces populations d'effectifs infinis. Et donc ça nous amène à cette deuxième définition qu'il fallait donner, la notion de significativité. Eh bien c'est ça, c'est qu'en fait, comme quand on fait notre série de mesures de sauvages, série de mesures de mutantes, on sait que de toute façon on verra des différences, on sait que bien souvent ces différences ne seront pas d'intérêt pour nous parce qu'en fait elles seront juste dues au bruit statistique, dues au fait qu'on a échantillonné un petit nombre de souris sauvages parmi toutes celles qui existaient, un petit nombre de souris mutantes parmi toutes celles qui existaient, et peut-être que si on en avait tiré une autre série, on aurait eu une différence dans l'autre sens. Donc des différences, on va forcément en voir puisqu'on ne trouve jamais le même résultat avec tous les chiffres après la virgule. Ce qu'il faut voir, c'est à quel point cette différence est due justement à ce bruit statistique et aux imprécisions de mesure, etc. Ou à quel point la différence est due à une réelle différence intrinsèque aux objets biologiques. Il y a une vraie différence dans cet effectif infini de souris sauvages et cet effectif infini de souris mutantes. Donc la significativité, c'est ça, c'est la différence qu'on a pu mesurer, quelle est la confiance qu'on peut lui accorder, et à quel point elle n'est pas due juste au bruit statistique qui fait qu'on a échantillonné un petit nombre de souris. Et donc vous voyez bien que quand on mesure comme ça une différence, eh bien, il y a deux choses en fait qu'on mesure. Il y a l'ampleur de la différence, par exemple, la masse moyenne de mes souris sauvages c'est 22,5 grammes, la masse moyenne de mes souris mutantes c'est 24,8 grammes, donc ça c'est l'ampleur de la différence, entre 22,5 et 24,8. Mais il y a aussi quelle est la confiance que je peux accorder à cette différence que je viens de mesurer. Et cette confiance, elle est mesurée par la p-value. Ce qui signifie qu'en fait, les deux choses sont importantes, parce qu'évidemment, on peut avoir une très petite p-value, donc on est sûr qu'il y a une vraie différence, mais cette différence sera toute petite. Peut-être qu'on va voir une différence dans les masses moyennes des deux populations d'effectifs infinis, qui serait peut-être de 0,1 ou 0,2 grammes sur une souris qui pèse une vingtaine de grammes. Donc ce sera une toute petite différence, qui a peut-être pas vraiment d'importance biologique, mais elle sera quand même significative, parce que on est sûr que cette différence existe, elle n'est pas due aux imprécisions de mesure, elle n'est pas due aux imprécisions d'échantillonnage. Et donc c'est pour ça que à la fois l'ampleur de la différence est importante, parce qu'on peut avoir quelque chose qui est significatif mais pour une toute petite différence, mais également la significativité est importante, parce que des fois on peut mesurer une très grande différence entre les deux populations, une différence qui n'est pas significative parce qu'elle est due au fait qu'on a fait un petit nombre de réplicas sur une mesure qui était très variable, avec énormément d'étalement des données dans chacune des deux populations, et finalement on a cru voir une grosse différence mais elle n'est pas significative. Et donc c'est pour ça qu'il est important de considérer que l'ampleur de la différence en tant que telle n'est pas suffisante, mais la p-value également en tant que telle n'est pas suffisante. Il faut les deux pour bien caractériser cette différence qu'on a pu mesurer. Et donc on le voit, puisque la p-value dépend donc de ces populations d'effectifs infinis que le t-test essaye de deviner, on reparlera un petit peu tout à l'heure de comment ça marche, en termes simples,
Donc, puisqu'il s'agit de mesurer cette différence entre les populations d'effectifs infinis, eh bien la p-value va dépendre de pas mal de choses. Elle va dépendre d'une part de l'ampleur de la différence. Parce que quand la différence est plus grande, pour une même répartition des données, c'est-à-dire une même largeur des pics dans les deux distributions, et pour un même nombre de réplicas, eh bien plus la différence est grande, plus la p-value va tendre à être petite. Ça, c'est un fait. Mais la relation n'est pas très simple entre la p-value et l'ampleur de la différence, puisque la p-value dépend également d'autres choses. Par exemple, elle dépend de la largeur du pic de la distribution. Si vous avez des populations échantillonnées qui sont très variables, donc vous allez avoir un gros étalement des données dans vos mesures, et bien du coup les différences que vous allez pouvoir mesurer entre ces deux populations, elles ne seront pas dignes d'une grande confiance. Parce qu'en fait, quand on aura échantillonné quelques réplicas, et bien finalement on aura énormément de variabilité dans chaque échantillonnage, et le t-test ne sera pas tellement sûr quand il nous dira « il me semble, mais j'en suis pas tout à fait sûr, il me semble que les moyennes des deux populations sont différentes ». Donc la p-value dépend donc de l'ampleur de la différence, dépend de la variabilité à l'intérieur de chacun des deux groupes, elle dépend également du nombre de réplicas que vous allez faire. Parce que si vous mesurez, dans mon exemple ici, 30 réplicas ou si vous en mesurez que 3, eh bien le t-test n'aura pas du tout la même facilité à deviner quelle est cette population effective, cette population idéale d'effectifs infinis. Avec seulement 3 réplicas qui se battent en duel, c'est difficile d'établir exactement à quoi va ressembler cette population infinie. Quand vous en avez 30, ça reste difficile, mais un peu moins difficile. Donc le t-test sera un peu plus sûr de lui quand il vous dira « là, il me semble qu'il y a une différence entre les deux populations ». C'est pour ça que pour une même moyenne et une même variance, donc la variance qui mesure donc la variabilité dans chacun des deux groupes, donc pour une même moyenne et une même variance dans chacun des deux groupes, plus vous avez de réplicas de mesure, et plus la p-value sera basse, mécaniquement. Et ça permet un peu de relativiser cette espèce de religion qu'il peut y avoir des fois en biologie moléculaire autour de cette p-value. Les gens vous disent « Ah, j'ai vu un effet qui est très significatif, p égale 10 moins 300 », sans des fois vous parler de l'ampleur de l'effet qui est mesuré. En fait, on vient de le voir, la p-value dépend du nombre de réplicas que vous allez faire. Et ça, le nombre de réplicas, c'est un choix qui est souvent assez arbitraire de la part de l'expérimentateur. Donc ça veut dire que pour un même objet biologique, par exemple la masse corporelle des souris sauvages ou mutantes, la masse corporelle des souris sauvages, elle est ce qu'elle est, avec sa moyenne, sa variance. Celle des souris mutantes, elle est ce qu'elle est, sa moyenne, sa variance. Plus on va faire de réplicas, si vous observez une petite différence entre ces deux populations, en général, plus vous allez faire de réplicas, plus la p-value sera basse. Alors évidemment, des fois vous allez rajouter des réplicas, la p-value va un peu monter, c'est un peu accidenté, mais de manière générale, si vous faites de plus en plus de réplicas, au bout d'un moment, ça finit par descendre. C'est-à-dire quand vous observez une différence, effectivement, la p-value sera d'autant plus basse que vous avez plus de réplicas. Et donc finalement, l'expérimentateur a un moyen assez simple de contrôler un peu la p-value qu'il va avoir pour la différence qu'il va mesurer, c'est simplement de faire davantage de réplicas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que juste comparer brutalement les p-values sans tenir compte, par exemple, du nombre de réplicas qui a été fait, c'est quelque chose qui est vraiment trompeur, parce que la p-value dépend de toutes ces choses à la fois. Donc on le voit, le t-test est extrêmement puissant puisqu'il nous permet même de tenir des raisonnements sur ces populations idéales d'effectifs infinis qui seront à tout jamais inaccessibles à l'expérience. Mais cette puissance vient à un coût, et ce coût, ce sont des exigences sur les données elles-mêmes qui sont analysées. Première exigence, c'est qu'il faut que les moyennes des échantillonnages, donc dans chacune des deux conditions, par exemple sauvage et mutant, ces moyennes se distribuent selon une loi normale. Alors vous savez, la loi normale, qu'on appelle aussi loi gaussienne, c'est cette courbe c'est cette distribution. Quand on représente un histogramme, ça se représente comme ça fait une forme de cloche. Faut pas imaginer que n'importe quelle courbe en cloche comme ça représente une loi normale, hein. Il y a une équation bien particulière. Donc il faut que les moyennes des séries de réplicas dans chaque condition se distribuent selon une loi normale. Et ça, c'est assez difficile à évaluer parce qu'en général, on dispose que d'une seule série de réplicas dans chaque condition, et il faudrait déjà en faire un grand nombre pour voir si ces moyennes, ces différentes moyennes se distribuent selon une loi normale. Deuxième condition, il faut que les variances des deux populations suivent un autre type de distribution qui s'appelle la distribution du Ki2. Et ça aussi, donc pour ça, il faudrait aussi disposer d'un grand nombre de séries de réplicas, donc ça fait un très grand nombre de réplicas, donc un grand nombre de séries de réplicas. Donc dans chaque série de réplicas, on calculerait la variance et on vérifierait que toutes ces variances se distribuent selon une loi du Ki2. Une autre exigence, c'est que les moyennes et les variances dans ces différents échantillonnages soient statistiquement indépendantes. Donc ces différentes conditions sont
assez rarement réunies, sauf dans un cas bien particulier, c'est quand les données elles-mêmes, ces fameuses populations d'effectifs infinis, se distribuent selon une loi normale. Et dans ce cas-là, et en fait, la distribution normale, c'est la seule qui garantit que les moyennes et les variances soient statistiquement indépendantes. Il se trouve qu'elle garantit aussi les deux autres conditions dont on a parlé. D'une part, que les différentes moyennes échantillonnées se distribuent selon une loi normale, et d'autre part, que les différentes variances échantillonnées se distribuent selon une loi du qui 2. Et donc dans la pratique, ça revient à ça. Ça veut dire qu'il faut que les populations idéales d'effectifs infinis dans chacune des deux conditions, sauvage et mutant par exemple, ces valeurs se distribuent selon une loi normale. Et ça, évidemment, c'est pas facile à évaluer parce que justement, on n'a pas accès à ces populations d'effectifs infinis. La seule approximation dont on dispose, c'est notre échantillonnage, notre série de réplicas. Et donc, on regarde la série de réplicas et on regarde si elle peut, s'il semble que ces réplicas aient été échantillonnés à partir d'une vraie loi normale. Alors, si on fait ça à l'œil comme ça, évidemment, comme toujours, c'est soumis à énormément de subjectivité. Le mieux, c'est encore de disposer d'un test statistique qui nous permet, avec des critères objectifs, de déterminer si oui ou non il est crédible que ces réplicas aient été échantillonnés à partir d'une loi normale. Et donc il y a un test statistique qui permet de faire ça. C'est le test qui s'appelle le test de Shapiro-Wilk. Et donc celui-là, il nous sort aussi une p-value. Cette p-value, c'est la probabilité que la série de réplicas qu'on lui a donnée soit issue d'une distribution d'effectifs infinis qui se distribue selon une loi normale. Et donc dans ce cas-là, c'est le genre de test où on est content de voir une haute p-value parce que si la probabilité est élevée, et la plupart des gens considèrent qu'une probabilité supérieure à 0,05 est suffisamment élevée, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'il semble bien que ces réplicas aient bien été échantillonnés à partir d'une loi normale d'effectifs infinis, et donc on peut faire un t-test à partir de ces deux séries de réplicas. Donc dans la pratique, c'est comme ça qu'on fait. On regarde, on donne au test de Shapiro-Wilk, on donne la série de réplicas du sauvage, on regarde si la p-value est suffisamment élevée. La série de réplicas du mutant, on regarde si là aussi la p-value est suffisamment élevée, et si les deux sont suffisamment élevés, alors on peut faire un t-test. Alors, une autre exigence qui est celle-là propre à la version initiale historique du t-test, celle qu'on appelle le t-test de student, c'est qu'il fallait que les populations d'effectifs infinis aient la même variance, ou en tout cas des variances similaires. Et ça, on peut l'évaluer avec un autre test statistique qu'on appelle le test de Leven. Le test de Leven, on lui donne en entrée les deux séries de réplicas. Donc, par exemple, dans mon exemple, donc, la série de réplicas du génotype sauvage, la série de réplicas du génotype mutant. Et à partir de ces deux séries de réplicas, il nous évalue la probabilité que ces séries de réplicas aient été échantillonnées à partir de populations d'effectifs infinis qui ont la même variance. Et si c'est le cas, donc si la probabilité est suffisamment élevée, alors on pourra utiliser le t-test de student. Et là aussi, la plupart des gens considèrent qu'une p-value supérieure à 0,05, c'est suffisamment élevé. Si jamais les variances sont très différentes, et donc la p-value du test de Leven est basse, inférieure à 0,05 pour la plupart des gens, alors on ne peut pas utiliser le t-test de student. Mais heureusement, il y a une nouvelle version du t-test qui a été développée un peu plus tard, qui s'appelle le t-test de Welch, ou on dit encore le t-test à variance hétérogène. C'est un t-test qui peut tout à fait tolérer des différences de variance entre les deux populations. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va faire si les variances sont différentes. En revanche, si elles sont suffisamment proches, il vaudra toujours mieux utiliser la version initiale du t-test, le t-test de student, parce que ce test est plus puissant. Alors il faut que je définisse ici ce qu'on appelle la puissance d'un test. La puissance d'un test, c'est sa capacité à détecter une significativité pour deux mêmes jeux de données. Et donc dans notre exemple, imaginons une série de réplicas de sauvages, une série de réplicas de mutants, pour lesquels les conditions d'application du t-test de student sont réunies. On pourrait éventuellement utiliser le t-test de Welch qui serait robuste à des déviations à l'égalité des variances, mais le t-test de Welch donnera des p-values qui seront plus élevées, il sera moins en mesure de détecter une significativité pour cette différence. Et donc il y a des circonstances dans lesquelles le t-test de student va nous voir un effet significatif, alors que le t-test de Welch, qui est un peu plus myope, ne va pas l'avoir. Donc c'est pour ça que quand les conditions d'application du t-test de student, donc variance, ce qu'on appelle les variances homogènes, parce qu'on ne peut pas exiger qu'elles soient égales, mais homogènes, on dit, ça veut dire qu'elles sont suffisamment similaires. Donc quand les variances sont homogènes, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser le t-test de student qui sera plus en mesure de détecter une significativité, et on utilise l'autre t-test, donc le t-test de Welch, qu'on appelle aussi t-test à variance hétérogène, dans les cas où clairement les variances sont très hétérogènes entre les deux populations.
Alors une autre question qu'il faut se poser avant de lancer l'analyse du t-test, c'est si les données sont appariées ou non. Donc en anglais on appelle ça un paired t-test ou unpaired t-test, donc en français un t-test apparié ou non apparié. Le t-test apparié, c'est quand il existe une relation particulière entre chaque réplica d'une des séries de valeurs et un unique réplica de l'autre série de valeurs. Donc là, je vais changer d'exemple, je vais oublier un peu mes souris sauvages et mutantes. On peut imaginer par exemple qu'on cherche à évaluer l'effet d'une pilule amincissante sur des patients humains. Donc on mesure leur masse corporelle avant le traitement. Donc on a une série de réplicas comme ça, on a pesé je ne sais pas combien de patients. On a leur masse corporelle avant traitement, on les traite avec la pilule amincissante et à l'issue du traitement, on repèse toutes ces personnes. Donc on a deux séries, donc avant et après, c'est ça qu'on veut comparer. Là, on a un lien logique évident entre chaque réplica de la série avant traitement et un réplica de la série après traitement, c'est que il s'agit du même patient. Donc vous avez le patient numéro 1, il y a sa valeur avant traitement et sa valeur après traitement, le patient numéro 2 avant, après traitement, etc. Donc là, vous voyez, on a vraiment un lien évident entre chaque point d'une série et un point de l'autre série. Une des conséquences de cette chose-là, c'est que forcément, il y a le même effectif dans les deux séries de valeurs. Si je vous dis qu'il s'agit des mêmes patients avant-après, vous ne pouvez pas avoir 12 réplicas dans un cas et 15 dans l'autre. Il y a forcément le même nombre. Donc ça, c'est une condition évidente. Il faut déjà que les deux effectifs soient les mêmes. Mais c'est plus que ça. Il ne faut pas juste que les effectifs soient les mêmes. Il faut qu'il y ait vraiment une relation claire entre un réplica de l'une et un réplica de l'autre. Et ça, l'appariement du test, l'appariement des données, ça permet de rendre le test à nouveau beaucoup plus précis. Si on reprend mon exemple là de la pilule amincissante, on a au départ donc tous nos patients qui viennent chacun avec sa masse corporelle, donc il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont gros, donc on a toute une gamme de valeurs de masse corporelle. Et si on compare comme ça les valeurs avant et après le traitement, eh bien on va s'apercevoir que l'effet n'a pas l'air très significatif. Le t-test non apparié, si on n'apparie pas les données, nous dit voilà, les données sont tellement distribuées largement, il y a tellement de variabilité à l'intérieur de chaque groupe que je ne suis pas vraiment sûr de moi sur la différence entre les moyennes des deux groupes. En revanche, si maintenant on apparie les données, il se trouve que dans cet exemple, j'ai généré artificiellement cet exemple, eh bien il se trouve que finalement en fait chacun des patients a perdu du poids pendant le traitement. Et ça devient assez net quand on voit comme ça, chaque flèche ici vous représente donc la relation entre un patient avant et lui-même après le traitement. Et dans ce cas-là, donc je dis au t-test d'apparier les données, donc je dis compare les données avant-après pour le patient 1, avant-après pour le patient 2, etc. Dans ce cas-là, le t-test apparié nous voit une significativité. Et ce n'est pas spécialement étonnant puisque je vous disais dans cet exemple, j'ai fait en sorte que chaque patient perde du poids pendant le traitement. Donc vous le voyez ici, en fait, si on prenait le jeu de données sans notion d'appariement, eh bien la variabilité des données dans le groupe avant traitement rendait le test trop myope, il n'était pas en mesure de voir l'effet de la pilule amincissante. Et maintenant, si on lui dit d'apparier les données, il le voit. Ce qui signifie donc à nouveau que le test sera plus puissant si on l'apparie, à condition bien entendu que les conditions d'application du test apparié soient réunies. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un lien particulier entre chaque réplica d'une série et un réplica de l'autre. Donc la conclusion, c'est que quand les circonstances le permettent, quand les données le permettent, il vaut mieux utiliser le t-test apparié que le t-test non apparié. Il sera plus précis. La dernière question qu'il faut se poser avant de lancer l'analyse du t-test, c'est de voir si on s'intéresse à un certain sens de variation de la variable. Donc, si je reprends mon exemple des souris sauvages et souris mutantes et on veut comparer leur masse corporelle, est-ce que je veux simplement savoir si la masse corporelle des sauvages est différente de celle des mutantes, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ou est-ce que je m'intéresse seulement à savoir si les sauvages tendent à être plus lourdes que les mutantes, ou alors, troisième question, est-ce que je veux seulement savoir si les sauvages sont plus légères que les mutantes? Donc dans le premier cas, si on s'intéresse juste à savoir s'il y a une différence sans savoir quel est son sens a priori, on va utiliser le t-test qu'on appelle en anglais two-sided t-test ou alors two-tailed t-test. Donc c'est le test qui vous dit juste si les moyennes semblent égales ou pas dans les populations d'effectifs infinis, et si elles ne le sont pas, il faut regarder après nous, regarder les différences entre les moyennes, voir si elles sont positives ou négatives. Le t-test one-sided ou one-tailed, c'est quelque chose, vraiment par exemple, c'est quelque chose en fait qui se présente très rarement en recherche, et pour tout vous dire, moi en 20 ans, j'ai jamais eu à utiliser de t-test one-sided ou one-tailed en biologie moléculaire, parce qu'en général en recherche, on s'intéresse à un effet quel qu'il soit, et s'il n'est pas dans le sens qu'on avait initialement envisagé, c'est aussi intéressant et il faut fouiller.
Donc moi, j'ai jamais eu à utiliser le one-sided t-test. Il faut savoir que la question est pas innocente du tout, parce que la façon dont le test one-sided est fait, c'est que en réalité, si je veux juste savoir si par exemple les souris sauvages sont plus lourdes que les mutantes, dans tous les cas où il semblera qu'elles sont plus légères que les mutantes, le test va passer ça dans le bruit expérimental, dans ces imprécisions de mesure. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, les p-values du test one-sided vont tendre à être plus basses que les p-values du test two-sided. Conséquence, ça peut facilement donner la possibilité de faire de la fraude scientifique. Si jamais vous avez un jeu de données qui, en tout tel t-test, ne donne pas une p-value significative entre le sauvage et le mutant, il y a une possibilité que peut-être que le one-sided t-test donne une p-value assez basse et donc que vous puissiez dire que la différence est significative. Si vous n'aviez pas une raison forte a priori d'exclure un des sens de variation, alors il ne faut pas utiliser le one-sided t-test. Et donc c'est pour ça que des fois on voit un usage un peu abusif du one-sided t-test, où les gens n'avaient pas spécialement une raison forte d'exclure un sens de variation. Et ça, c'est vrai qu'en recherche, c'est le cas le plus fréquent. On n'a jamais une raison absolument indiscutable d'exclure un sens de variation. Et bien dans ce cas-là, ils peuvent baisser artificiellement leur p-value et faire croire que l'effet qu'ils ont vu est significatif. On pourrait se dire, je ne sais pas, par exemple, en biologie moléculaire, j'ai utilisé des siRNA contre un gène donné, et je veux vérifier que dans les cellules traitées avec ce siRNA, l'expression du gène est effectivement plus basse que dans les cellules non traitées. Et si jamais il s'avère que c'était plus haut, je considérerais que c'est du bruit de mesure. Donc ça, effectivement, on pourrait se dire, ça pourrait être un cas d'utilisation du one-sided t-test, mais même là, en fait, je serais pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, vous savez que les siRNA peuvent avoir des effets non spécifiques, ce qu'on appelle les off-targets, donc on peut tout à fait imaginer que notre siRNA cible un petit peu le gène d'intérêt, il cible aussi un petit peu d'autres cibles non désirées, et que par toutes sortes de régulations un peu compliquées, ces autres cibles viennent après réaugmenter l'expression du gène qu'on avait ciblé. Et donc, on peut tout à fait imaginer comme ça des scénarios dans la cellule qui expliqueraient que, bien qu'on ait transfecté un siRNA contre un certain gène, après son expression puisse augmenter. Et donc, même dans ce genre de circonstances, je considérerais qu'il faudrait utiliser le two-tailed t-test. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, je vous disais dans un chapitre précédent que le t-test ne peut s'utiliser que si les données sont échantillonnées à partir de distributions normales, la loi gaussienne. Et ça, on le teste avec le test de Shapiro-Wilk. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si au moins un des deux jeux de données, donc sauvage ou mutant dans mon exemple, ne semble pas issu d'une distribution normale. Donc soit un seul des deux, soit les deux à la fois. Donc il y a une alternative au t-test qui est robuste vis-à-vis des déviations à la normalité. Donc ça, on en reparlera dans quelques minutes. Mais avant, il faut que je vous signale qu'il est parfois possible de sauver une situation avec une transformation mathématique. Et alors que les données elles-mêmes ne sont pas distribuées selon une loi normale, la transformation mathématique va les rendre à peu près normalement distribuées. Pour ça, les gens utilisent souvent le logarithme. Donc cette transformation mathématique, ce serait donc au lieu de travailler sur les données elles-mêmes, on travaille sur les logarithmes des données. Alors bien entendu, le logarithme n'est défini que pour les valeurs strictement positives, ce qui signifie donc que si dans au moins un des deux jeux de données vous avez des valeurs nulles ou négatives, vous ne pourrez pas utiliser le logarithme. Mais si vous pouvez calculer le logarithme pour toutes vos données, alors il arrive que des fois, alors que les données elles-mêmes n'étaient pas échantillonnées à partir de distributions normales, que le logarithme des données soit issu de distributions suivant une loi normale. Pourquoi ça et pourquoi spécialement le logarithme? C'est que vous savez que le logarithme, c'est une fonction croissante qui croît très lentement, et donc il tend à écraser un peu les variations. Or, il se trouve que la plupart des déviations à la normalité qu'on observe dans les jeux de données dans le monde réel, bien souvent, elles sont dues à ce que les Anglais appellent des outliers, donc ce qu'en français on pourrait appeler des valeurs aberrantes. Donc vous avez la plupart de vos données qui se distribuent dans une certaine région, et vous avez quelques points qui sont très éloignés. Il y a des gens, des fois, qui pourraient être tentés d'exclure ces données, en disant c'est une valeur aberrante, je l'exclus et je fais mon test statistique sur ce qui reste. Ça, je déconseille fortement, pour moi ça s'apparente à de la fraude scientifique, sauf si on avait moyen de savoir à l'avance, avant d'évaluer la normalité des données, avant de voir les données elles-mêmes en fait, si on avait moyen de savoir qu'il s'était passé quelque chose de bizarre sur ce réplica. Imaginons, je ne sais pas, par exemple votre expérience est de transfecter des cellules, vous êtes aperçu qu'il y a une goutte du réactif de transfection qui est tombée à côté du puits pour le réplica numéro 3 de la condition numéro je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez dire, là j'exclus ce réplica parce qu'il n'a pas reçu tout son mix de transfection. En revanche, si vous n'avez rien remarqué d'anormal pendant l'expérience, mais que c'est seulement quand vous avez les mesures que vous voyez qu'il y a des points qui sont très différents des autres,
là je considère que ces points font partie du résultat de la mesure. Et ce serait frauder que de les exclure. C'est pas parce qu'ils vous semblent aberrants qu'ils sont aberrants. En fait, ils font partie du résultat de l'expérience. Donc voilà, s'il n'y a pas eu d'accident particulier notable pendant l'expérience, eh bien, ces points qu'on qualifierait d'aberrants, de outliers en anglais, il faut les garder dans le jeu de données parce que ça fait partie de votre expérience. Eh bien, et donc, je vous dis, les outliers, souvent, c'est des choses qui rendent le jeu de données apparemment non normalement distribué. Or, le logarithme, donc, qui croît très lentement, va avoir tendance à écraser les variations, et donc, si on garde les logarithmes des valeurs au lieu des valeurs elles-mêmes, eh bien, le logarithme de l'outlier aura tendance, en général, à se retrouver plus près du cœur de la distribution. Et donc ça peut suffire à élever suffisamment la p-value du test de Shapiro-Wilk pour que les données semblent crédiblement échantillonnées à partir de jeux de données suivant une distribution normale. Donc dans ce cas-là, si c'est le cas, eh bien, mettons, on garde l'exemple du logarithme, donc on s'est aperçu que les données elles-mêmes ne semblaient pas échantillonnées de loi normale, mais les logarithmes des données semblent échantillonnés à partir de distributions normales. Eh bien, dans ce cas-là, on va réaliser le t-test sur les logarithmes des données au lieu de le réaliser sur les données elles-mêmes. Et le t-test va nous dire si oui ou non les logarithmes des données sont significativement différents, et si les logarithmes des données sont significativement différents, alors les données elles-mêmes étaient significativement différentes. Donc là, ça semble un peu magique, il semble y avoir une espèce de truc, parce que on ne pouvait pas analyser les données elles-mêmes, on passe par le logarithme pour faire le t-test, et après on retombe sur les données non transformées pour dire finalement je sais aussi qu'elles sont significativement différentes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de magie dans le truc, c'est simplement qu'en travaillant sur les logarithmes des données, on a pu calculer une p-value du t-test qui était, pour le coup, crédible, qui était digne de confiance. Alors que si on s'était amusé à faire un t-test sur les valeurs non transformées, le t-test nous aurait sorti une p-value, mais il ne fallait pas y faire confiance. Donc là, le t-test nous dit que les logarithmes sont ou pas significativement différents, et dans ce cas-là, après, on peut rapporter ça aux données non transformées. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut valoir le coup de tenter, c'est de faire une transformation logarithmique typiquement pour voir si les données qui étaient non normalement distribuées deviennent à peu près normalement distribuées. J'ai tendance à éviter de faire ça, sauf dans les cas où le logarithme est assez évident. Par exemple pour les données qui sont naturellement multiplicatives, donc typiquement des concentrations, des choses comme ça. Le logarithme d'une concentration, ça a un sens physique, alors que des données qui ne sont pas spécialement multiplicatives, on reprend l'exemple du nombre de soubresauts dans une portée de souris, le logarithme d'un nombre de soubresauts, ça n'a aucun sens physique. Donc là, je serais un peu plus réticent à utiliser ça. Maintenant, que faire si même la transformation mathématique, donc par exemple le logarithme, ne suffit pas à donner des jeux de données qui semblent issus de distributions normales. Donc je vous disais tout à l'heure, il existe une alternative au t-test qui se contente de jeux de données qui ne sont même pas distribués normalement. Ce test alternatif a deux noms, on l'appelle le test de Wilcoxon ou alors encore le test de Mann-Whitney. C'est un test qui en fait, au lieu de travailler sur les données elles-mêmes, commence par les ranger dans l'ordre croissant et après travaille sur les rangs des données dans ce classement. Et ça aussi c'est une transformation qui rend, qui écrase un peu tous les outliers, ces valeurs qui pourraient s'éloigner énormément. Et donc c'est ce qui est recommandé quand les jeux de données, même potentiellement après transformation mathématique, ne semble pas suivre une loi normale, alors on utilise cette variante, donc le test de Wilcoxon ou le test de Mann-Whitney. Ce qu'il faut bien voir, comme toujours depuis le début de cette vidéo, c'est que cette perte d'exigence sur les conditions d'applicabilité vient à un coût, et ce coût c'est une perte de puissance. Et donc le test de Wilcoxon, ou Mann-Whitney, est beaucoup moins puissant que le t-test initial. Donc dans les cas où on peut utiliser le t-test initial, donc si les données sont normalement distribuées, il vaudra toujours mieux utiliser le t-test plutôt que le test de Wilcoxon ou Mann-Whitney. Alors je vous disais en début de vidéo qu'il y a une différence fondamentale entre les variables continues, qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné, donc par exemple la masse corporelle des souris, et les variables discontinues qui, elles, ne peuvent prendre que certaines valeurs bien précises. Donc ce serait par exemple le nombre de soubresauts par portée de souris. Et jusqu'ici, dans les exemples que j'ai pris dans cette vidéo, j'ai surtout utilisé des variables continues. Quand on s'intéresse à une variable discontinue, on se heurte à un problème fondamental, qui est que, très clairement, la variable discontinue ne peut pas être échantillonnée à partir d'une distribution normale d'effectifs infinis. Puisque quand on représente la densité de probabilité, vous savez, donc pour la loi normale, on a cette belle courbe en cloche. Pour une variable discontinue, on a plutôt qu'une courbe en cloche, on a plutôt une espèce de peigne avec une densité de probabilité qui augmente brutalement pour chaque valeur que la variable peut prendre, puis qui rebaisse brutalement ensuite. Donc il y a une espèce d'impossibilité physique à ce que cette variable discontinue soit échantillonnée à partir d'une distribution normale. Heureusement,
il arrive que parfois la distribution d'une variable discontinue puisse épouser à peu près fidèlement les contours de la loi normale. Et dans ce cas-là, les conditions d'application du t-test vont être réunies. Vous vous souvenez quelles sont ces conditions? D'une part, il faut que les moyennes de ces différentes séries de réplicas qu'on aurait pu faire se distribuent selon une loi normale, que les variances se distribuent selon une loi du qui2, et que variance et moyenne des différentes séries de réplicas soient statistiquement indépendantes. Eh bien, quand l'histogramme de la variable discontinue épouse assez fidèlement cette courbe de la loi normale, spécialement quand le nombre de réplicas est assez grand, alors ces conditions sont remplies. Il ne faut pas oublier, par exemple, que alors que les données elles-mêmes de la variable discontinue ne peuvent prendre que certaines valeurs bien précises, leur moyenne et leur variance, elles, peuvent être assez arbitraires dans ces intervalles. Et donc finalement, quand on fait un test de Shapiro-Wilk sur des variables même discontinues, il peut arriver qu'il y ait des variables discontinues qui semblent être issues effectivement d'une distribution normale, donc p-value suffisamment élevée, et dans ce cas-là, on pourra utiliser le t-test. Et donc c'est ce qui fait que par exemple, dans certaines circonstances, on peut utiliser le t-test, par exemple, pour comparer des nombres de souriceaux par portée de souris. Ça c'est tout à fait possible, mais il faut quand même faire très attention à un certain type d'expérience qui ne se prête pas du tout au t-test, ce sont les expériences de distribution. Donc on compte des événements, donc là aussi forcément les résultats ne seront que des nombres entiers, donc forcément c'est une variable discontinue. On peut imaginer par exemple l'expérience, c'est de compter les cellules qui sont dans les différentes phases du cycle cellulaire. Donc phase G1, phase S, phase G2, phase M. Et donc par exemple entre des cellules qui sont traitées avec une certaine drogue ou traitées avec un traitement contrôle. Donc on va se retrouver comme ça avec deux séries de 4 valeurs, donc le nombre de cellules dans les phases G1, S, G2 et M, donc pour chacun des deux traitements. Ça c'est clairement le genre de situation où il ne faut pas utiliser un t-test. Parce qu'on pourrait être tenté de dire, bon ben voilà, j'ai eu tant de cellules dans la phase G1 dans ma condition 1, tant de cellules dans la phase G1 dans ma condition 2, et je voudrais voir si le nombre de cellules en phase G1 est statistiquement différent. Alors bien entendu, il va falloir faire plusieurs réplicas, donc on ferait peut-être plusieurs comptages sur des différentes boîtes de Petri dans les deux types de conditions expérimentales. Mais déjà ça semble un peu bizarre, parce que finalement quand on a compté plein de cellules qui se trouvaient être en phase G1 ou dans les autres phases du cycle, déjà on a fait plein de réplicas de la mesure, donc c'est un peu bizarre d'être obligé de refaire des réplicas d'une mesure qui était déjà elle-même répliquée. Et puis surtout, imaginons le cas de figure, donc j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs réplicas de mes comptages, donc j'ai plusieurs nombres de cellules en phase G1, en phase S, en phase G2, en phase M, pour les deux conditions expérimentales. Et donc, il y a tout à fait la possibilité d'avoir un résultat du style, oui, il y a une différence significative dans les nombres de cellules en phase G1 entre mes deux traitements expérimentaux, mais je ne vois pas de différence significative pour les phases S, pour les phases G2 et M. Et alors là, qu'est-ce qu'on va conclure? C'est qu'en fait, sans doute que le surplus ou le déficit de cellules en phase G1 dans une condition s'est réparti un peu uniformément dans les trois autres phases du cycle, et du coup, les différences étaient trop faibles pour être vues comme significatives par les t-tests. Et donc, du coup, on ne sait plus trop quoi dire. Est-ce qu'il y a une différence ou pas entre les deux conditions? Ça, c'est le signe qu'en fait, il ne fallait pas utiliser le t-test. Ici, ce qu'on cherche à voir, c'est surtout s'il y a une différence dans la distribution, dans la répartition entre les différentes phases, et donc il faut analyser globalement les différentes phases ensemble. Donc pour ça, il y a autre chose que le t-test, donc quelque chose qui s'applique exactement comme ça à des comptages. Donc on veut comparer donc, des tableaux de chiffres, de nombres entiers, donc entre deux conditions, par exemple deux conditions expérimentales. En fait, ces tests permettent également de faire davantage que ça, mais dans au moins ce cas-là, donc on a deux conditions expérimentales avec 4 cases, donc on a un tableau à 8 cases finalement. Et bien ces tests-là, ce serait le test du qui2 ou sa version un peu plus élaborée, qui est le test exact de Fisher. Donc ces deux tests vont nous permettre de voir s'il y a une différence significative entre les deux colonnes du tableau, donc entre les deux conditions expérimentales. Est-ce que j'ai une différence dans la répartition entre ces 4 phases du cycle, quelle qu'elle soit? Et après, s'il y a une différence significative, il faudra aller regarder dans le détail pour voir où sont les déficits et où sont les gains en termes de nombre de cellules dans une condition par rapport à l'autre. Il y a plusieurs choses à bien considérer pour ces tests-là. Alors la première chose, je vous dis, il y a deux tests, le test du qui2 et le test exact de Fisher. Ce sont deux tests différents, mais qui visent exactement à faire la même chose. Ils ne sont pas tout à fait équivalents. En fait, le test du qui2, qui est la version la plus ancienne, elle est raisonnablement efficace pour les grands nombres de comptages. Donc quand il y a des grands nombres dans chacune des cases de notre tableau, la plupart des gens vous diront qu'il faut qu'il y ait au moins 10 observations dans chacune des cases du tableau. Mais ça, c'est un petit peu arbitraire. Donc quand les nombres sont suffisamment grands, le test du qui2 est très précis, aucun problème là-dessus.
En revanche, s'il y a quelques cases du tableau, ou même beaucoup de cases du tableau où les nombres sont petits, juste quelques unités qui ont été observées, alors là, le test du Ki2 devient très imprécis. Le test de Fisher, lui, il a l'avantage d'être précis aussi bien pour les grands nombres de comptages que pour les petits. Donc on serait tenté de dire qu'il faut toujours utiliser le test exact de Fisher. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue computationnel, il prend beaucoup plus de temps de calcul, le test exact de Fisher. Le test du Ki2, si vous faites ça sur un ordinateur moderne, vous faites ça, ça s'exécute immédiatement. Le test exact de Fisher, si vous avez des petits nombres de comptages, ça va encore. Mais si vous commencez à travailler, je me suis amusé à faire ça sur des nombres qui étaient de l'ordre du million ou de la dizaine de millions, là ça peut ramer beaucoup, ça peut demander énormément de mémoire, énormément de temps d'exécution. Donc il y a des cas où des fois même, on ne peut même pas utiliser le test de Fisher. Heureusement, c'est en général dans les cas où il y a des très grands nombres de comptages, et c'est justement les cas où le test du Ki2 est très, très, très puissant et aussi précis que le test exact de Fisher. Donc c'est ça le moyen de choisir entre les deux. Moi, ma méthode, c'est d'utiliser toujours le test exact de Fisher. Et si jamais, pour une raison pratique, j'arrive pas à le faire, mon ordinateur n'arrive pas à le faire, alors en général, les tests d'application du test du Ki2 sont réunis, et dans ce cas-là, je fais avec le test du Ki2. Et dans les cas où on peut faire les deux et que les nombres de comptages sont suffisamment grands, la p-value sera vraiment la même entre les deux tests. Vraiment, il ne faut pas voir de différence entre les deux tests quand les nombres sont très grands. Alors une autre chose qui est très importante quand on utilise ces tests, l'un ou l'autre, le test du Ki2 ou le test exact de Fisher, c'est qu'il faut utiliser les nombres bruts de comptage et pas des nombres normalisés. Donc par exemple, si j'ai compté dans mon expérience, j'ai compté 128 cellules en phase G1, 256 cellules en phase S, etc. Je pourrais être tenté de convertir tout ça en pourcentage, par exemple, et de faire le test sur les pourcents. Il ne faut pas faire ça. Déjà, selon toute probabilité, vous allez tomber sur des nombres à virgule quand vous ferez les pourcentages, et ces tests vous diront non, non, ne me donnez pas de nombres à virgule, vous aurez un message d'erreur, il faut des nombres entiers, parce qu'évidemment, si on a fait des comptages, c'est forcément que des nombres entiers. Si vous êtes un peu pervers, vous allez faire des pourcentages, vous allez les arrondir en nombres entiers, mais ça, faut pas le faire non plus. Parce que là, du coup, le test ne verra même pas que vous lui donnez des pourcentages, vous lui donnez des nombres entiers, donc il va quand même marcher, mais il va vous donner quelque chose de faux à la fin en termes de p-value. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas normaliser les données? C'est parce que ces tests tiennent compte du nombre d'observations. Par exemple, ils vont considérer que 10 est très différent de 50 dans les différentes lignes d'une certaine colonne du tableau, alors que 1 n'est pas spécialement différent de 5. Pourtant, le rapport est le même de 10 à 50 et de 1 à 5, et simplement ces tests considèrent l'ampleur du nombre de comptages, et effectivement sur des petits nombres, en général on est plus imprécis, il y a plus de bruit, alors que sur des grands nombres on est plus précis. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas normaliser, parce que si vous lui donnez vraiment les nombres que vous avez observés, eh bien, c'est important que vous lui disiez j'ai vu une cellule dans cette case et 5 dans celle-là, et qu'il n'aille pas s'imaginer qu'il y en a 10 à comparer à 50, parce que du coup sinon il vous donnerait une p-value qui serait artificiellement basse. Et réciproquement si au contraire vous êtes amené à baisser les chiffres. Donc voilà, mettez les nombres bruts d'observation et surtout pas de normalisation pour ces deux tests, Ki2 et test exact de Fisher. Alors il y a un problème dont il faut qu'on parle, qui est ce qu'on appelle le problème du test des hypothèses multiples. C'est que, imaginons que vous utilisez le seuil de significativité qui est le plus couramment utilisé, qui est de 0,05, ce qui signifie concrètement que si le petit test vous donne une p-value inférieure à 0,05, vous allez dire la différence est significative, supérieure à 0,05, vous allez dire je n'ai pas vu de différence significative. Je n'ai pas vu de différence significative, ce qui n'est pas la même chose que il n'y a pas de différence. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible qu'en faisant davantage de réplicas, par exemple, vous finissiez par avoir une différence significative. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la façon de le formuler. Il faut juste dire je n'ai pas vu de différence significative, jamais exclure qu'il y en ait une qu'on n'ait pas vue. Bref, donc voilà, mettons que vous ayez pris ce seuil de 0,05, mais vous êtes tout à fait libre d'en choisir un autre si vous le voulez, du moment que vous le signalez très explicitement. Ce seuil de 0,05 implique quelque chose, c'est que de temps en temps, et 5% du temps, en fait, 0,05, la probabilité qui correspond à ce seuil, donc 5% du temps, vous allez avoir, à partir de jeux de données qui sont réellement échantillonnés de populations d'effectifs infinis qui ont vraiment la même moyenne, bien par le hasard des échantillonnages, vous allez avoir des jeux de données qui sembleront significativement différents. Parce que par le hasard des échantillonnages, les sauvages seront tombés d'un côté de la gaussienne, les mutants de l'autre côté de la gaussienne, ça se chevauchera très peu, et le t-test vous dira tiens, je vois une différence significative entre ces deux jeux de données. En fait, si vous refaisiez l'expérience, indépendamment, vous allez rééchantillonner à partir de ces deux conditions expérimentales. Là, du coup, selon toute probabilité, les jeux de données vont se chevaucher énormément, et là, le t-test ne verra plus
de différence significative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire que, eh ben, il n'y avait pas de différence réelle, mais en utilisant ce seuil de 0,05, à partir de populations qui sont vraiment identiques au départ en termes de moyenne, eh bien vous allez voir 5% du temps des différences qui vous semblent significatives. Après tout, on peut vivre avec, hein. Et c'est pour ça qu'il est important de bien dire quel est votre seuil de significativité, comme ça votre lecteur peut se faire une idée du risque comme ça de faux positif. Le problème, c'est si maintenant vous faites de multiples tests. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le problème du test des hypothèses multiples. Je sais pas, par exemple, vous comparez votre sauvage à un mutant numéro 1, vous voyez pas de différence significative. Vous comparez votre sauvage à un mutant numéro 2, mutant numéro 3, mutant numéro 4, etc. Et vous faites des dizaines et des dizaines de comparaisons. Avec un seuil de 0,05, ça veut dire que vous allez avoir des faux positifs à peu près 5% du temps, donc une fois sur 20. Et donc si vous faites des dizaines et des dizaines de tests, il faut s'attendre à ce qu'on ait à peu près 1 sur 20 qui sortent significatifs, alors qu'en réalité c'est juste un artefact, et si vous refaites dans les mêmes conditions l'expérience, là du coup, cette significativité va s'évaporer, selon toute probabilité, et va s'évaporer, donc vous allez avoir des jeux de données qui se chevauchent. Donc ça veut dire que plus on fait de tests, plus on donne la possibilité aux faux positifs d'apparaître. Et là où ça devient un peu vicieux, c'est que maintenant, si mon expérience c'est de comparer des centaines et des centaines, par exemple des centaines de gènes entre eux, on peut être sûr qu'à chaque fois que je ferai cette expérience de comparaison de centaines de gènes entre eux, je vais avoir des faux positifs. Parce que si j'ai un faux positif tous les 20 gènes et que j'en compare des centaines, et donc ça c'est un problème qui se pose notamment dans les expériences à haut débit. Donc par exemple en séquençage à haut débit, vous faites du RNA sec, vous allez comparer des milliers de gènes, vous allez avoir plein de gènes qui semblent vraiment se comporter différemment d'une condition expérimentale à l'autre. Si vous refaites le même nombre de réplicas mais indépendamment, ces gènes-là ne seront plus significatifs et c'en seront d'autres qui vont devenir significatifs à la place et qui ne l'étaient pas dans la première expérience. Ça, c'est juste que vous êtes dans ces hasards des échantillonnages qui font apparaître des faux positifs. Donc là, la conclusion, c'est que quand on fait des tests d'hypothèses multiples, si on a un grand nombre d'hypothèses à tester, on n'a plus 5% de faux positifs, on a en fait des faux positifs à tous les coups, en fait, quand on teste un grand nombre d'hypothèses. Alors il y a plusieurs moyens de contrôler ce genre de phénomène. C'est ce qu'on appelle les méthodes de correction de la p-value, qui visent essentiellement à rendre le seuil de significativité plus stringent, d'autant plus stringent que vous testez de nombreuses hypothèses. Alors le premier type de correction de p-value qui a été développé, c'est tout simplement, si vous testez n hypothèses, mettons n égale 200, vous avez comparé les expressions de 200 gènes entre deux conditions expérimentales, et bien vous allez diviser votre seuil de significativité habituel, mettons que ce soit 0,05, par n. Donc dans mon exemple, vous allez utiliser non plus 0,05, mais 0,05 divisé par 200 comme seuil de significativité. Alors, il y a une raison théorique à ça, qui tient en fait au développement limité de la probabilité d'avoir des faux positifs. C'est une petite approximation, et qui marche assez bien pour les valeurs de n qui sont pas trop élevées. Donc je vous disais 200, c'est un peu la limite. Quand on teste un petit nombre d'hypothèses, ce genre de correction marche assez bien. Le problème, c'est qu'empiriquement, les gens se sont rendus compte que quand les premières méthodes à haut débit, c'était du haut débit relatif, mais c'était les micro-arrays, les puces à ADN, qui sont apparus il y a une vingtaine d'années, quand les gens ont commencé à utiliser ce genre de correction avec des méthodes comme ça qui interrogeaient des milliers de gènes à la fois, ils se rendaient compte que cette correction était pour le coup beaucoup trop stringente et que même des vrais positifs commençaient à disparaître. Donc à la fin, il n'y avait plus rien qui semblait significativement différent, alors qu'en fait, il y avait des vraies différences pour certains gènes entre les deux conditions expérimentales. Donc il y a eu de nouveaux types de corrections de p-value qui ont été développés, et le plus couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle la correction de Benjamini-Hochberg, qui ne divise pas le seuil de significativité par n, mais par une valeur qui augmente progressivement au fur et à mesure qu'on rentre dans les p-values de plus en plus basses. C'est un peu de la cuisine, parce qu'en fait là, pour le coup, il n'y a plus vraiment de fondement théorique, c'est juste que les gens se sont rendus compte que dans les expériences de biologie moléculaire, ça semblait capturer à peu près le nombre correct attendu vérifié par les vérifications ultérieures en biologie moléculaire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'était un peu compliqué à expliquer de dire qu'il faut maintenant, comme on teste plusieurs hypothèses, il faut diviser le seuil de significativité habituel par ce nombre-là. Il y aurait des gens qui auraient dit non, moi je tiens vraiment à utiliser 0,05. Donc en fait, ce que font ces corrections, c'est pas de diviser le seuil de p-value par le nombre, c'est qu'en fait, elles multiplient les p-values par le nombre, et si jamais cette multiplication aboutit à quelque chose de supérieur à 1, elle le ramène à 1, parce qu'il ne faut pas qu'une probabilité soit supérieure à 1. Et donc du coup, on compare donc, ces
p-values multipliées au seuil de significativité habituel qui est de 0,05. Comme ça, c'est un peu moins déstabilisant pour l'utilisateur final. Alors, il peut arriver évidemment que dans la pratique de la recherche, on tombe sur des configurations expérimentales qui soient plus compliquées que les exemples dont je vous ai parlé jusqu'ici. Parce que jusqu'ici, je vous ai toujours parlé d'une comparaison d'un groupe à un autre. Donc, par exemple, un sauvage à un mutant, ou alors un traitement contrôle à un traitement. Il peut arriver évidemment qu'on ait à comparer par exemple un sauvage à plusieurs mutants. Mutant 1, mutant 2, mutant 3, ou alors un traitement contrôle à plusieurs traitements. Et dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir utiliser le t-test, parce que le t-test ne peut comparer entre eux que deux ensembles de réplicas. Un sauvage et un mutant par exemple. Et donc ce qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est une généralisation du t-test qui peut prendre un plus grand nombre que deux groupes à comparer. Donc cette généralisation du t-test, ça s'appelle en anglais la one-way ANOVA. Et en français, on peut appeler ça l'ANOVA unidimensionnelle. Et en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'ANOVA, ce sont les mêmes que celles du t-test historique, le t-test de student. C'est-à-dire qu'il faut d'une part que les données soient issues de populations d'effectifs infinis qui suivent une distribution normale, et d'autre part que les variances soient homogènes entre les différents échantillons comparés. Et après, donc, vous donnez ça à l'ANOVA One Way, cet ensemble de séries de réplicas, et elle va vous sortir une p-value qui est la probabilité que toutes ces séries de valeurs aient été échantillonnées à partir d'effectifs infinis qui auraient toutes la même moyenne. Ce qui signifie donc que si la One Way ANOVA vous donne une p-value qui est très basse, ça veut dire qu'il y a au moins un des groupes dans toute votre série qui se comporte différemment des autres. Et après, c'est à vous de déterminer lequel. Donc là, vous allez regarder dans le détail en faisant par exemple des comparaisons 2 à 2 pour voir si c'est par exemple un groupe qui est différent des trois autres, ou alors si c'est 2 contre 2, par exemple 2 qui sont similaires et 2 autres qui sont différents des premiers mais similaires entre eux, ce genre de choses. Ce genre de test qu'on fait après la One Way ANOVA, dans le jargon, les gens appellent ça des tests post-hoc. Donc on fait ça dans un deuxième temps. Il est vraiment important de comprendre qu'il faut d'abord faire la One Way ANOVA avant de se lancer dans ces comparaisons 2 à 2. On pourrait sinon être tenté de dire, voilà, je veux comparer mon sauvage à mon mutant 1, mon mutant 2 à mon mutant 3, etc. Et je fais tous les tests 2 à 2. Là, on commence à retomber dans le cas des tests d'hypothèses multiples dont on a parlé dans un chapitre précédent, qui va tendre à faire apparaître assez fréquemment des faux positifs. Donc c'est pour ça que la One Way ANOVA, elle est utile en premier lieu pour vous dire si, oui ou non, il semble déjà y avoir globalement une différence quelque part dans les jeux de données, et après seulement vous êtes autorisé à faire les tests 2 à 2 pour voir quels sont les jeux de données qui se comportent différemment des autres. Juste pour le mentionner, il faut aussi savoir que, bien entendu, dans les configurations expérimentales, on peut tomber sur des choses encore plus compliquées que ça, où on teste plus qu'une variable à la fois. Parce que là, dans mon exemple l'exemple que je viens de vous donner, je vous disais, on teste par exemple un sauvage et plusieurs mutants. Finalement, on n'a qu'une seule variable qui est le génotype, qui peut prendre différentes valeurs. Sauvage, mutant 1, mutant 2, mutant 3. Mais des fois, on peut vouloir par exemple comparer différentes variables, par exemple différents génotypes à différents stades du développement. Et donc, on peut être intéressé par les deux choses à la fois. On se demande s'il y a une différence entre les mutants et les sauvages, mais on peut aussi se demander s'il y a des différences entre les stades de développement entre eux, et aussi on peut se demander si le sauvage à tel stade développemental se comporte différemment des mutants au même stade développemental, alors qu'aux autres stades développementaux, il n'y a pas de différence significative. Donc là, vous voyez, c'est le genre de circonstance où on a deux variables, le génotype et le stade développemental. Dans ce cas-là, on peut utiliser une autre sorte d'ANOVA, qui est la two-way ANOVA, donc l'ANOVA bidimensionnelle, et également quand on a encore plus de variables, la three-way ANOVA, etc. Donc on rajoute des variables. Évidemment, ça devient d'autant plus compliqué parce que ça veut dire des expériences où on teste plein de génotypes à plein de stades développementaux, il y a énormément de combinaisons à analyser. Mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi, donc sachez-le, le test qu'on fait habituellement dans ce genre de circonstances un peu compliquées, c'est les ANOVA, donc one way, two way, three way, selon le nombre de variables. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass, donc la première dans notre série de vidéos de masterclass. L'idée était de vous donner les notions de base et le vocabulaire, de façon à ce que vous compreniez globalement les concepts, et que vous soyez ensuite autonome pour chercher davantage d'informations pour les cas plus compliqués qui pourraient se présenter à vous dans votre usage des statistiques en biologie moléculaire. Donc je vous remercie de votre attention. Vous pourrez éventuellement avoir des questions, des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire part, donc vous avez mon adresse mail qui s'affiche sur la vidéo. Également, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur la plateforme YouTube, sachez que nous allons garder ouverts les commentaires YouTube, donc vous pouvez poster vos commentaires, vos questions éventuellement. Les commentaires seront modérés pour éviter les abus.
Vous pourrez également nous envoyer des mails. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube de façon à être tenu informé des publications de nos futures vidéos.